Qui aurait pensé, il y a quasiment un an, que 12 mois plus tard, donc, nous serions en train de parler autour de cette table de l'invasion de la Russie en Ukraine. Certains pensaient que ça allait être plié en quelques jours. D'autres pensaient au contraire que cette guerre n'avait pas d'avenir et que la Russie allait rentrer chez elle. Mais qui aurait imaginé qu'un an plus tard, le principal sujet de cette actualité européenne, ce serait cette guerre, le retour de cette guerre, et quelle guerre sur le sol européen. Alors, à une semaine tout juste de ce premier anniversaire, si on peut parler comme ça, nous posons la question. Vous posez sans doute la question. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Eh bien, un homme se pose aussi la question. Il s'agit de votre collègue Guéric. Il s'agit de Jean Guinel. Jean Guinel, il fait un peu autorité dans le journalisme stratégique, le journalisme de défense. Ça fait des années et des années qu'il suit ces questions. Et Jean Guinel, pour Le Point cette semaine, il a donc imaginé les scénarios de sortie de cette guerre. Il en a imaginé 8. Nous, on les a simplifiés en 4 scénarios. On en a un peu regroupé certains d'entre eux. Et à chaque fois, on lui a demandé, après cette enquête, de nous dire lequel était le plus improbable, possible, probable, ou tout simplement imaginable. Bref, de se prononcer un peu sur ces scénarios, évidemment, toutes choses égales par ailleurs. Donc on va découvrir d'abord ces scénarios, on va découvrir ce qu'en dit Jean Guinel, et puis évidemment, je vous demanderai à vous aussi lequel vous jugez le plus probable et le plus improbable, à choses inchangées d'une certaine manière. C'est-à-dire s'il n'y a pas de grande évolution, si les Occidentaux ne décident pas, si... Bref, je vous poserai la question d'abord. Voyons ces scénarios, les indispensables, avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Les 4 scénarios pour la fin de la guerre. Quel est le premier ? Le premier scénario, c'est celui d'une victoire de la Russie. En clair, Vladimir Poutine atteint ses buts de guerre. La nation ukrainienne indépendante n'existe plus. Kiev est à la botte de Moscou. Le pays est sous contrôle. Pour Jean Guinel, c'est bien sûr la pire hypothèse pour les Ukrainiens, en particulier, et les Européens en général, en sus de la quarantaine de pays, les États-Unis en tête, qui apportent une aide à Kiev. Il y a 2 conditions pour que ce scénario se réalise. La première, c'est l'effondrement de l'Ukraine d'aujourd'hui, de son armée, de son pouvoir. Il faudrait par exemple que les 2 symboles de cette guerre disparaissent. Volodymyr Zelensky, l'incarnation de la résistance ukrainienne, et Valéry Zaloujny, le charismatique chef des forces armées. Seconde condition, que les Alliés lâchent l'Ukraine sous la pression de leurs dirigeants et donc de leurs opinions publiques. On en est loin aujourd'hui, mais aux États-Unis, Jean Guinel évoque les figures de proue de cette option. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui appelle à réduire l'aide américaine à l'Ukraine, et le sénateur de l'Ohio, fraîchement élu, J.D. Vance, proche de Donald Trump, qui s'oppose depuis le début de la guerre à une aide à l'Ukraine. Il évoque aussi le cercle de réflexion Chicago Council of Global Affairs, selon lequel la part d'Américains qui approuvent l'aide à l'Ukraine a chuté de 10% en 6 mois, passant, on le voit, de 58% en juin à 48% en décembre. En Europe, on en est loin également. Pour le moment, le seul dissident à contester le soutien à l'Ukraine parmi les 27, c'est la Hongrie. Mais Jean Guinel note qu'un retournement des opinions publiques n'est pas un scénario invraisemblable et les dirigeants des démocraties en sont conscients, les Ukrainiens aussi. Alors effectivement, pour chacun de ces scénarios, nous avons demandé à Jean Guinel s'ils étaient improbables, possibles, réalistes ou probables. Écoutez Jean Guinel. Je ne l'exclus pas, mais bon, pour l'instant, ça ne paraît pas... Ça ne paraît pas possible. Il y a des arguments pour, notamment le fait que la Russie bénéficie d'une masse et d'un volume de forces mécaniques et humaines énormes. Et puis, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en considération, qui est un élément plus politique. L'opinion publique européenne, donc les dirigeants, sont d'une solidité relative. C'est le mot ? Voilà, ça c'est pour le premier scénario, la victoire russe. Quel est le deuxième scénario, Justine ? Le deuxième scénario, c'est celui de la victoire ukrainienne, cette fois, donc de la reconquête de tout le territoire occupé par la Russie. Rappelons les faits, les Russes occupaient 24% de ce territoire. On le voit à la fin du mois de mars, ils en occupent aujourd'hui
18%, et ce pourcentage n'a quasiment pas bougé depuis 3 mois. Alors, quelles seraient, là encore, les conditions de ce scénario? Ce serait incontestablement que les Alliés envoient plus d'armes, et notamment les 2 nouvelles catégories d'armes que les Ukrainiens réclament, des avions de combat et des missiles à longue portée. Et il faudrait aussi que les Occidentaux livrent beaucoup plus de munitions et donc parviennent à les produire. Alors, improbable, possible, réaliste ou probable? Écoutez Jean Guinel. La victoire totale ukrainienne, c'est-à-dire la reprise des territoires conquis par les Russes avec ou sans la Crimée, ça me paraît quand même extrêmement difficile. L'analyse que j'en fais, c'est que l'Ukraine ne peut pas réussir cette conquête, cette reconquête complète du territoire sans un appui non seulement matériel beaucoup plus puissant que celui dont elle dispose aujourd'hui, mais aussi un appui humain, c'est-à-dire des troupes venant de pays extérieurs pour renforcer sa propre armée. Précisons que Jean Guinel, dans ce scénario, laisse de côté le point particulier de la Crimée sur la base des déclarations d'un officier général français de premier plan qui estime que la Crimée est la vraie ligne rouge de Poutine, à mes yeux, la seule option qui le conduirait, en cas de danger, à utiliser l'arme nucléaire tactique. On remarque quand même qu'il juge ce scénario, il ne prononce pas le mot, il dit très très compliqué ou très très difficile. Enfin, il juge ce scénario moins probable, visiblement, que celui d'une victoire russe. Alors on a vu victoire russe, victoire ukrainienne, le troisième scénario, Justine. C'est le blocage de la ligne de front, c'est le conflit gelé, le statu quo. En clair, les positions de chacun sur le front se figent. C'est ce qu'il s'est passé par exemple dans le Donbass après 2014. Et il y a une variante, ceci dit, à ce scénario, ça serait celle d'un conflit gelé suite à un cessez-le-feu, une sorte de solution à la coréenne avec une zone démilitarisée au milieu. Alors, quelles seraient les conditions? Eh bien, tout d'abord, que la Russie ne puisse pas lancer de nouvelles mobilisations et que l'Ukraine manque d'armes et de munitions, et donc qu'aucune des 2 armées ne soit en mesure de prendre le pas sur l'autre. Alors là encore, improbable, possible, réaliste ou probable? Écoutez Jean Guinel. Le scénario du statu quo est quand même une possibilité forte, ce qui implique évidemment des négociations, des discussions, un armistice, et c'est ce que j'appelle le scénario à la coréenne, quoi. On voit que c'est un scénario qui ne satisfait personne, et comme les militaires disent, c'est un pot de pu. Mais il présente une certaine plausibilité à mes yeux. Il se mouille, entre guillemets, Jean Guinel. Quel est le quatrième et le dernier scénario, Justine? C'est celui d'un conflit mondial, c'est la déflagration générale. Et pour Jean Guinel, évidemment, c'est le scénario du pire, c'est la 3e guerre mondiale. Certains y pensent et préfèrent s'y préparer, comme la Suède et la Norvège, avec des programmes renforcés pour mobiliser la défense civile. Et c'est aussi ce que redoute Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Écoutez-le. The prospects for peace keep diminishing. The chances of further escalation and bloodshed keep growing. I fear the world is not sleepwalking into a wider war. I fear it's doing so with its eyes wide open. Alors, quelles seraient là ou les conditions de ce scénario? Là, on peut tout imaginer qu'il y ait un dérapage dans la guerre, par exemple un missile russe qui atterrit dans un pays balte ou dans un pays frontalier, que la Russie cède finalement à la tentation d'utiliser une bombe nucléaire tactique. Les Occidentaux ont prévenu qu'en retour, ils détruiraient toutes les infrastructures militaires russes. On peut aussi imaginer, même si ça paraît impossible aujourd'hui, que la Chine se décide à entrer en guerre aux côtés de la Russie, ce qui plongerait le conflit dans une nouvelle dimension. Alors, improbable, possible, réaliste ou probable? Écoutez Jean Guinel. Le 4e scénario de la guerre mondiale, il est hélas, il faut l'avoir en tête et tout faire pour éviter que ça se produise. Il est clair qu'on est tous à la merci d'un dérapage qui peut venir de Poutine. Merci Justine. Alors, je ne vous demande pas souvent ça, mais je vais vous demander ce petit exercice. Quel est pour vous, parmi ces 4 scénarios, peut-être un 5e, auquel il n'a pas été fait allusion, le moins probable et le plus probable, Général Trinquant?
Alors moi j'en ai deux qui sont les moins probables, c'est le dernier et le premier. Le dernier, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage, mais enfin c'est pas ce que j'appelle un scénario. Le premier, la victoire russe, totalement improbable, parce qu'il ne suffit pas de gagner, il faut... Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? L'Ukraine occupée ne résiste pas? C'est totalement impossible. Donc ça me paraît quelque chose qui ne tient pas la route, même si les forces russes aujourd'hui montrent, etc. Donc les deux plus probables, c'est plutôt la stabilisation du front ou une victoire ukrainienne, avec des limites dans la victoire. Je ne dis pas, mais ça me paraît les deux plus probables. Donc moi, si vous voulez, je coupe en deux pas probables du tout et deux probables. Non, mais question claire, réponse claire. Et vous, Anne? Anne? Alors, moi, clairement, là, je fais comme le général Trinquant, le premier et le quatrième, je les exclus. Le quatrième, bon, je suis d'accord avec Jean Guinel, on ne peut pas totalement l'exclure, mais bon, on est en effet à la merci d'un dérapage, comme il l'a dit, mais je pense qu'il faut tout faire pour l'éviter. Le premier me paraît tout à fait improbable, d'abord parce qu'on s'attend pour le moment à une grande offensive, mais on n'a pas... donner de réponse à la grande question, est-ce que les forces armées, après avoir subi des revers extrêmement graves et extrêmement nombreux, ont réussi à restructurer leur armée? Dans l'état de l'armée tel que nous l'avons connu au cours des premiers mois, on ne voit pas comment une grande offensive pourrait avoir des résultats militaires en Ukraine. Et d'autre part, comme le général Trinquant, je suis absolument convaincu que de toute façon, il ne pourrait pas prendre le contrôle de l'Ukraine. Les Ukrainiens continueraient à résister même s'ils étaient sous occupation russe. Ils l'ont montré depuis un an de façon absolument manifeste et donc il est clair qu'ils continueraient. Donc on sera forcément dans un entre-deux, mais je pousse un peu plus loin, entre le 2 et le 3, quel est, selon vous, le plus probable? Alors, une sorte de gel du conflit ou bien une victoire ukrainienne? Je dirais que les deux me paraissent tout à fait possibles. Je ne sais pas si je mettrais l'un avant l'autre, parce que les deux supposent un certain nombre de réponses à des grandes interrogations. Je crois tout à fait à une victoire ukrainienne. Je crois qu'ils ont la dynamique avec eux, ils ont la volonté, la ténacité, l'aide occidentale, et donc je pense tout à fait possible une victoire ukrainienne. Mais je n'ai pas de réponse, et les Ukrainiens, me semble-t-il, n'ont pas de réponse à la question. Que font-ils de la Crimée et des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk qui sont sous occupation russe depuis 8 ans? 8 ans, c'est très long. Et on sait que la Russie, on le verra peut-être tout à l'heure, mais la Russie a organisé des mouvements de population, c'est-à-dire que les pro-ukrainiens, en fait, ont très largement quitté ces territoires et maintenant il reste dans ces territoires des populations qui sont, pas toutes, mais qui sont en partie pro-russes. Et donc, comment est-ce que les Ukrainiens arriveraient à gérer ces populations? Ça, c'est un grand point d'interrogation et c'est difficile à gérer. Éric Poncet. Alors, le statu quo, il reste le statu quo. Pour moi, c'est l'option la plus terrible. C'est celle que je ne voudrais pas laisser à mes enfants et à mes petits-enfants, parce que ne nous leurrons pas, s'il y a un scénario à la coréenne, ça veut dire un conflit gelé ou à moitié gelé pendant des années, des décennies. Ça veut dire que l'Europe sera dans un état d'insécurité, d'instabilité permanente. L'espace post-soviétique est rempli de conflits gelés qui, à l'occasion, se dégèlent avec des affrontements qui parfois sont très durs. On l'a vu déjà à 2 reprises entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, par exemple. Et donc, ça veut dire aussi que l'Ukraine serait en permanence pendant des années sous le pouvoir de la Russie qui pourrait peser sur sa politique à la fois interne et externe. Et donc, c'est tout à fait une possibilité, mais c'est une possibilité que je redoute parce que je pense que ce serait la pire. Éric Poncet, la plus probable, la moins probable, le plus probable, le moins probable de ces 4 scénarios pour vous?
Alors, le plus probable, je pense, c'est l'enlisement, effectivement. On voit que d'un côté comme de l'autre, les positions semblent un peu figées. Aucun des deux n'a les moyens aujourd'hui d'aller au bout de ses objectifs de guerre. Et finalement, les objectifs de guerre ukrainiens, c'est-à-dire de récupérer 100% du territoire, et russes, d'occuper totalement l'Ukraine, c'est-à-dire de disparaître la nation ukrainienne, semblent hors de portée d'un côté comme de l'autre. Mais pardonnez-moi, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de chaos ? C'est-à-dire que l'un arrive à faire craquer l'autre, qu'il n'ait pas forcément la force, la puissance d'aller jusqu'au bout, mais qu'en faisant craquer l'autre armée, on a souvent évoqué le scénario d'un effondrement de l'armée russe. On voit aussi qu'il y a quand même des signes d'épuisement au côté ukrainien. Donc ça aussi, pour vous, c'est exclu, a priori, évidemment. C'était la suite de ma réponse sur ce point-là. Le plus probable pour moi, c'est le scénario de la surprise. On l'a vu depuis le début du conflit, on a eu des surprises. On a eu à la fois l'échec russe pour le début de l'invasion, on a eu le sursaut ukrainien dans la durée. Et puis on a eu la mobilisation occidentale qui était une surprise aussi, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à ce que les Occidentaux envoient autant de soutien, à la fois dans le renseignement et aussi dans le matériel. Mais aujourd'hui, pour arriver sur les scénarios les moins probables, la victoire russe comme la victoire ukrainienne nécessiterait des moyens qu'ils n'ont pas. Et les Ukrainiens, par exemple, auraient besoin de beaucoup plus de moyens que ce qu'on leur fournit aujourd'hui pour arriver à une victoire. On tergiverse pour leur envoyer 20 blindés par-ci, 20 blindés par-là. Il leur en faut des centaines, voire des milliers. Les Russes ont 2000 blindés en service. Ils en ont 10 ou 15 000 en réserve encore. Ils n'ont peut-être pas les équipages formés aujourd'hui, mais l'ordre de valeur, c'est celui-ci. En réserve, mais on dit qu'ils sont hors service. Alors, ils peuvent prélever des pièces de rechange dessus, etc. Mais je pense qu'ils peuvent quand même en ressortir quelques centaines ou quelques milliers parmi ces 10, 12, 15 000 dont on parle. Sur l'aviation, c'est la même chose. Donc, dans tous les domaines, les Ukrainiens auraient besoin de beaucoup plus de moyens que ce qu'ils ont aujourd'hui pour arriver à leur but de guerre. Parce que l'armée russe est à bout de souffle, certes, mais elle n'est pas sur le point d'être en déroute. Il y a quand même encore une armée qui est accrochée à ses positions. Et du côté russe, évidemment, le côté à bout de souffle se fait sentir sur le terrain. Il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à progresser, il n'arrive pas à porter de coups violents à l'Ukraine. Et c'est ce qui fait que la nation ukrainienne n'est pas déstabilisée au point de renoncer. Donc plutôt le scénario 3, le plus probable, le moins probable pour vous, Jean? Le moins probable, c'est une victoire russe. Le moins probable, c'est une victoire russe. Oui, ça, c'est le moins probable. Parce que ça part de l'idée de Jean Guinel, d'abord, c'est de souligner qu'il y aurait éventuellement un épuisement des opinions publiques européennes. C'est le contraire que l'on voit. Au mois de juin dernier, les Européens étaient très inquiets du choc énergétique. C'était le moment où Poutine a commencé à couper le robinet du gaz. Et on craignait qu'en septembre-octobre, tous les chefs d'État et de gouvernement le disent. J'ai fait une interview ce matin dans Libération de Charles Michel, le président du Conseil européen, qui le dit. On craignait qu'en septembre-octobre, les opinions publiques, confrontées au choc économique et énergétique, changent d'opinion et se mettent à dire qu'il fallait ne plus soutenir l'Ukraine pour bénéficier d'une énergie moins chère. Ça ne s'est pas produit. L'opinion publique tient et même, au contraire, elle a tendance à se renforcer. De même, sur les livraisons d'armes, c'est vrai ce que vous dites, qu'on devrait en livrer énormément, beaucoup plus. Il faut voir que la montée en gamme actuelle de l'Union européenne, je ne parle même pas des États-Unis, je parle de l'Union européenne, est absolument incroyable. Je vous signale que là, d'ici un mois, on va mettre au point des achats groupés, on va passer en économie de guerre, et ça se fait lentement, c'est vrai, vous avez raison. On s'attendait à une économie de guerre dans les 6 derniers mois. Ça met du temps, mais là, on va acheter en commun et commander en commun et financer en commun des munitions, et notamment des munitions destinées... Mais à quelles usines Toutes nos usines. C'est-à-dire, le problème, c'est que aujourd'hui, nos usines ne produisent pas assez de munitions, notamment des obus de 155, qui sont aux normes OTAN. On n'en produit pas assez parce qu'il n'y a pas de commande suffisante. Donc il faut embaucher des gens, il faut remettre en fonction des lignes de production, etc. Si là, c'est vrai que la commande publique, c'est un des éléments importants. Si on dit, on va vous commander 1 million d'obus, imaginons 1 million d'obus, on commande. Eh bien, je vous assure que les usines, elles vont se mettre au travail. Et ça fait à peu près un an que Emmanuel Macron avait évoqué le passage de l'économie française à l'économie de guerre. On va y arriver lentement, mais on va y arriver. Mais Jean, là, vous avez indiqué le scénario le moins probable. Quel est le plus probable? Et pour moi, c'est une victoire ukrainienne, parce que comme le dit Anne à juste reprise, on ne peut pas se permettre un enlisement. On ne peut pas se le permettre. Pourquoi? Parce que, vous savez, on parle de conflit gelé.
c'est un mauvais mot, c'est des conflits oubliés. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de conflit gelé. Le seul exemple de conflit gelé, je crois, sur la planète, c'est à Chypre. Mais tout ça, il est gelé parce que, au fond, les Turcs ont atteint leur but de guerre en annexant quasiment le nord de l'île. Point. C'est le seul conflit gelé. Le reste, c'est juste des conflits qu'on a oubliés et qui régulièrement se réveillent. Donc, si on laisse effectivement la situation donc ne pas évoluer... On l'a laissé dans le Donbass pendant 8 ans. C'est vrai, mais là, on pensait, à l'époque, ce n'était pas les Russes. Enfin, on l'a laissé. Voilà. On n'a pas trouvé le moyen d'y remédier. Mais à l'époque, les Russes avaient des objectifs très limités, qui étaient effectivement le Donbass. Et d'ailleurs, on le paye aujourd'hui. C'est intéressant. Voilà. J'ai un peu un esprit d'escalier là, mais vous faites la démonstration qu'il ne faut pas laisser justement un furoncle au derrière de l'Union européenne, parce que c'est ce qui se passerait. Donc, ce n'est pas notre intérêt. Donc, on va monter forcément en gamme, on va aider davantage. Les avions, si on commence à former des pilotes, les Britanniques ont commencé à former des pilotes. Je suis sûr qu'il y a des formations de pilotes aux États-Unis, etc. Je peux vous assurer que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine, la fourniture de F-16 notamment aux Ukrainiens. Et à Bruxelles, c'est très étonnant. Vous savez, moi, que ça fait 30 ans que je suis là. 30 ans. Et 30 ans, la question de défense européenne, c'était un non-sujet. Nous ne pensions pas en puissance. On ne pensait même pas en termes de sécurité nationale. Et là, je vois des gens qui pensent et qui agissent ensemble, à 27 chefs d'État de gouvernement, en puissance, et qui disent « on ne va pas se laisser faire ». Et alors, ce qui est assez curieux dans ce que disent Jean, que je connais bien, c'est un ancien journaliste de Libération, c'est on voit bien qu'il n'a pas intégré cet élément-là. Il reste très, national. C'est fini. La France seule face à la Russie, ce n'est pas ce qui se passe. On est 27 déterminés. La question complémentaire que je voulais vous poser, Général Trinquant, quelle est... pour aller vers l'un de ces scénarios, l'élément clé, l'élément déterminant dans les mois qui viennent. Est-ce que ce sont les livraisons d'armes occidentales? Effectivement. Est-ce que c'est la société russe? Est-ce qu'elle est toujours derrière cette guerre ou est-ce qu'il peut se passer comme lors de la guerre de Tchétchénie, le mouvement des mers ou autre chose? Est-ce que c'est autre chose? Non, alors moi je reviens tout simplement aux réunions d'hier et d'avant-hier, format Rammstein et OTAN, fournir l'armement qui est promis et les munitions. C'est ça l'élément clé. C'est tout ça, c'est faire basculer le rapport de force. Donc vous dites, attendez, c'est très important, le scénario de la fin de guerre, c'est nous qui l'avons entre les mains. Complètement. Et si vous voulez, il y a des parallèles qui se font avec l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça devient une guerre économique. Ce sont les lignes de production qui vont faire la différence. Au-delà, bien sûr, du courage des soldats ukrainiens, qu'il faut souligner, mais pour que ce courage soit alimenté d'une certaine façon, eh bien, il faut que les lignes de production arrivent à fournir. J'ai eu des images fascinantes, je trouve, du débarquement de véhicules blindés américains dans le port de Brême pour être amenés là. On les a montrés hier. Vous avez des centaines de véhicules qui sont alignés. Voilà. Donc ça commence, ça arrive. Les chars, c'est le mois de mars, mois d'avril. Les amis d'ICRC, ça y est, ils sont partis. Vous voyez, donc tout ça, il est certain qu'on aurait pu gagner 6 mois. C'est sûr, on aurait pu gagner 6 mois. Mais maintenant qu'on n'a pas gagné les 6 mois, et voilà ces images. Tous ces véhicules, qui sont des véhicules américains, qui sont débarqués, qui viennent des stocks. C'est intéressant de voir. Ça prive pas l'armée américaine, là. Ça vient des stocks. Nous, nos armées européennes, malheureusement, on paye 25 ans de dividendes de la paix. Et pour ça, il faut remonter... On disait les chaînes d'obus, etc., etc. Ça prend du temps. Mais moi, je reviens toujours à ce que je vous disais. Dès le début de la guerre, Poutine a réussi 3 choses. Ressusciter l'OTAN, unir les Européens, unir les Ukrainiens. Et ça, face à ça, il a peu de chances de s'en tirer comme ça. Ouais. Je ne crois pas au mouvement interne en Russie. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas après, s'il y a un véritable échec. La clé, ce sont les livraisons d'armes. Et vous parliez de ces réunions de l'OTAN en particulier. Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, nous devons être préparés pour le long terme. Cela peut durer de très nombreuses années. Donc j'en déduis que vous partagez ce diagnostic, cette déclaration de Stoltenberg. Pour vous aussi, Guéric, l'élément clé, nous l'avons entre les mains, ce sont les livraisons des armes occidentales ? Alors, effectivement, nous avons entre les mains les livraisons d'armes, mais elles ne peuvent fonctionner que si le moral des Ukrainiens est maintenu. Et un coup extrêmement dur à la nation ukrainienne, à l'armée ukrainienne, pourrait faire vaciller ce moral. Et les Ukrainiens, finalement,
pourraient ne pas utiliser à leur plein potentiel les armes qu'on pourrait leur livrer. Côté russe, ils pourraient aussi avoir plus d'armement, mais eux n'ont déjà plus le moral, donc finalement, ça sert un petit peu moins. Oui. Oui, parce que vous ne citez pas du tout l'effort de guerre côté russe, Oui, c'est-à-dire si la Russie arrive, elle, à faire de son économie une économie de guerre, à produire massivement des munitions dont elle manque, elle aussi, beaucoup l'ont dit, à produire d'autres chars et j'en passe, d'une certaine manière, c'est moins un facteur clé pour vous. C'est moins un facteur clé. Un petit exemple, il y a 48 heures, 2 brigades russes ont voulu monter une contre-attaque dans le Donbass. Elles ont été étriées. Et sur les réseaux russes, la réaction, ça a été « mais après un an de guerre, ils n'ont toujours pas appris à faire la guerre ». C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un vrai problème d'utilisation par les armements. Et je ne dis pas que la Russie, sur les milliers de chars, ne va pas en sortir quelques-uns, qu'elle va refiter, faire rouler, etc. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas amélioré leur façon de faire la guerre. Ils continuent Et pour vous, ils ne l'amélioreront pas, ou en tout cas, ils auront du mal à changer de méthode. Écoutez, les exemples de ces derniers jours montrent qu'ils ne l'ont pas fait. Oui. Parce que franchement, On les a montrés, ces chars, en train de... Parce que vous savez que coordonner une patauger, attaque, ça nécessite de coordonner l'infanterie avec une couverture aérienne, l'utilisation de la cavalerie, c'est-à-dire des chars, et l'artillerie. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de mener ce genre d'offensive. C'est pas on charge sabre au clair en espérant qu'on va renverser par des vagues d'hommes les Ukrainiens. Les Ukrainiens savent combattre, et le problème fondamental que montrent qu'ont les Russes, mais ça on l'a dit sur ce plateau dès le début, c'est-à-dire c'est l'encadrement. Et ils n'ont pas le personnel d'encadrement nécessaire pour mener ce type de contre-offensive. Vraiment, pour moi, ça serait une surprise, sachant qu'il y a plus d'1 million de jeunes Russes qui ont fichu le camp à l'étranger, les plus susceptibles de fournir cet encadrement dont l'armée a besoin. Rapidement, Guéros, parce qu'on va enchaîner sur cette étude américaine saisissante sur ces enfants emmenés en Russie. Oui, simplement sur le problème des Russes aussi, c'est la doctrine. Et effectivement, ils n'ont pas fait évoluer beaucoup leur doctrine d'invasion. Et on voit que leur plan d'invasion ressemblait beaucoup à ce qu'ils avaient fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il leur manque notamment une doctrine de l'aérocombat. On a vu que les hélicoptères et les avions d'attaque au sol se sont fait dézinguer dès les premières heures du conflit. Et qu'ils étaient utilisés comme une artillerie volante et non pas du tout comme une aviation et comme une arme à part entière. Et donc, il y a vraiment un problème de doctrine là derrière que les Russes n'ont visiblement pas surmonté depuis un an. Et vous savez, Guéric, pardon, j'ai quand même un peu écorché votre prénom, que les services occidentaux actuellement notent une concentration d'avions russes juste derrière la frontière ukrainienne. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent. Mais enfin, il y a eu plusieurs constats de cette concentration. C'est vrai que l'utilisation du ciel, c'est une des énigmes depuis le début de la guerre. Les Russes qui, a priori, ont la supériorité en nombre, ne s'en sont pas servis. D'habitude, on commence par le ciel, et une fois qu'on a la maîtrise du ciel, c'est beaucoup plus facile de faire avancer les chars, l'infanterie, l'artillerie. Ils ne l'auront pas, c'est ça qui est grave, parce que là, on est en train de fournir du matériel aux Ukrainiens qui vont leur permettre des défenses antiaériennes. d'interdire le ciel. Non, c'est trop tard.